Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous n'êtes pas cassé, vous êtes juste conditionné, pourquoi vous n'êtes pas brisé, pourquoi vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez vous. Encore une fois, j'y vais avec la suite de mes idées. C'est que dès qu'on est tout petit, on se fait raconter l'histoire qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Puis après ça, on arrive à l'école, puis on se fait encore dire qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Puis quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on se fait souvent dire toutes les choses qu'on fait de pas correct. Et vice-versa. Puis c'est comme si dans notre culture, c'était la norme de critiquer, puis de dire toutes les choses qu'on fait pas correctement. Un exemple de ça, encore une fois, c'est que, exemple, on va faire quelque chose pour quelqu'un, puis la personne, au lieu de dire oh, « Wow, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait », ça va être de dire « Ah, merci pour ce que t'as fait, puis il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça qui est pas correct. » Puis ça, c'est comme la norme, c'est vraiment triste, mais c'est ça, on est conditionné à se faire dire qu'on n'est pas correct, que les sensations dans notre corps sont pas correctes, que nos émotions sont pas correctes, que tout ce qui est négatif est pas correct. Puis comme je dis, observer le processus qu'on vit, encore là, avec un enfant qui grandit, tout petit bébé. Puis là, c'est comme arrête de manger la bouche ouverte, arrête de bouger, reste assis tranquille, arrête de parler, arrête de crier, arrête de sauter, arrête de pleurer, tu sais, toutes les émotions négatives, toutes les choses qu'on fait, puis c'est comme on veut, je comprends, fonctionner en société, puis c'est comme si on dresse nos enfants, mais le prix à payer, c'est comme de leur enlever cette espèce de feu-là, puis cette flamme-là qui leur est propre quand ils sont tout petits. Puis dans le fond, c'est pas obligé. Parce que l'autre alternative, c'est de le faire sous forme de jeu. Puis vrai, mais souvent, c'est que le parent en tant que tel, on n'a pas les ressources pour être en mesure d'enseigner à nos enfants sous forme de jeu. Parce que la vie va trop vite, on est pressé, il faut performer, vite, 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 vite. Puis quand tout va vite, ben c'est difficile de prendre le temps de dire genre, hey, j'aurais besoin que tu te brosses les dents juste on va faire semblant aujourd'hui que toutes tes dents sont des grenouilles, puis là, ribbit, 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 puis là, on joue avec les grenouilles, puis là, on brosse les dents. Puis là, on inculque une habitude de se brosser les dents en faisant le jeu. Puis là, aujourd'hui, les dents, c'est des petits bébés chiens, puis on va aller voir chaque petit bébé chien dans ta bouche, puis là, wouhou, wouf, wouf, puis là, on continue la vie, OK? Fait que ça, c'est... J'ai encore là. J'ai développé l'enseignement par le jeu parce que ceux d'entre vous qui me connaissez depuis très longtemps, j'étais une enfant, une ado, une adulte sérieuse. Donc, c'est avec mes enfants, j'ai appris à reconnecter avec cette espèce d'apprentissage-là par le jeu. Puis ça me sert énormément avec Charlize, notre deuxième, parce que elle a vraiment besoin de ça. Donc, pour obtenir sa collaboration, j'ai souvent besoin de transformer les choses en jeu, parce qu'autrement que ça, surtout à son âge, elle a 2 ans et demi, elle a tendance à vouloir dire non, qu'elle a pas envie, puis qu'elle veut rien savoir. Donc souvent, encore là, fait que c'est l'idée d'aller vers le jeu puis la créativité. Mais tout ça pour dire que la plupart des parents, la plupart du temps, ont juste pas le temps ou pas envie parce qu'ils ont qu'une idée puis ils savent pas. Puis tu sais, on reproduit de façon inconsciente qu'est-ce qu'on a reçu. Mais c'est juste encore là de... Fait que la plupart du temps, on va avoir tendance à écraser, conditionner, mettre nos enfants dans une boîte. Tout ça pour dire que l'idée, c'est pas de se juger en ce moment en tant que parent avec des jeunes enfants, si c'est votre cas. L'idée, c'est de prendre conscience de ce que vous avez probablement reçu en tant qu'enfant quand vous étiez enfant. Et l'idée, c'est pas non plus de condamner vos parents pour la façon qu'ils ont procédé à faire du mieux qu'ils pouvaient pour vous éduquer. Chaque parent fait de son mieux. Là, c'est juste de prendre conscience de, dès qu'on est tout petit, le sentiment qu'on a, parce que la vie va vite, c'est le sentiment qu'il y a rien qui fonctionne. Puis non seulement ça, mais c'est que notre cerveau, comment il est fait quand on est tout petit, c'est que automatiquement, pour survivre, on va, étant donné qu'on est conscient qu'on est dépendant des adultes qui sont autour de nous, on va souvent penser que tout est de notre faute, puis on va essayer d'adapter notre comportement pour plaire aux parents qui prennent soin de nous, pour survivre. Donc encore là, instinct animal, survie de l'espèce humaine,
merci cerveau reptilien puis les milliers d'années d'évolution de la planète pour nous permettre de survivre. Puis c'est correct. Puis c'est juste qu'à un certain moment donné, on peut prendre conscience des mécanismes qui sont à l'intérieur de nous pour être en mesure de faire un choix. Donc là, les récits invisibles qui façonnent nos limites, j'y vais avec des stéréotypes, mais qui sont présents quand même, parce que j'observe encore là, Émeric, notre grand, lui, il va avoir 7 ans bientôt au mois de juillet, puis on a toute cette on pense que c'est plus là, cette notion-là de « t'es un gars, tu devrais pas pleurer », puis cette notion-là pour les filles aussi de genre « sois belle et tais-toi, puis reste tranquille », on a tendance à penser que c'est complètement pas là, au même titre qu'on a tendance à penser que le racisme, ça n'existe plus. Je vous fais une annonce encore là, peut-être si je veux que vous vous sentiez inconfortable, puis c'est correct que vous vous sentiez inconfortable. Le but, c'est pas que vous soyez d'accord avec moi, je vous donne mon opinion. Fait que pensez-en ce que vous voudrez. Il y a énormément de stéréotypes qui sont présents. Et sachez que quand votre enfant, gars ou fille, peu importe qui, ou même quelqu'un, mais c'est souvent les enfants qui vont nous générer une réaction à l'intérieur de nous. Donc, si vous passez beaucoup de temps avec des enfants, sachez que les enfants sont des jolis petits miroirs ambulants sur 2 pattes qui vont vous refléter là où vous avez probablement été blessé dans votre propre enfance, parce qu'à chaque fois qu'on a une réaction vraiment intense à quelque chose qu'un enfant fait ou dit, c'est juste un indicateur de probablement un endroit où on a été blessé nous-mêmes. Donc, justement, la phase là, 2 ans et demi d'affirmation de soi, si quand on avait 2 ans et demi, on se faisait dire par nos enfants, si on se faisait dire par nos parents, d'arrêter de crier, d'arrêter de pleurer, de se tenir tranquille, qu'on était déraisonnable, d'aller se coucher, de toutes ces choses-là, ben quand on a un enfant de 2 ans et demi, puis on dit « Est-ce que tu voudrais venir t'asseoir pour manger, s'il te plaît? » Puis là, l'enfant te regarde les 2 bras sur les hanches, puis dit « Non, j'ai pas envie! » Puis là, qu'on a envie de juste le prendre puis de le lancer par la fenêtre, ben ça, c'est juste possiblement un indicateur que dans votre enfance à vous, quand vous aviez 2 ans et demi, quand vous présentiez votre affirmation de vous-même, la bedaine sortie, les 2 bras sur les hanches, quelqu'un vous a dit que c'était pas convenable d'avoir cette réaction-là parce que là, c'était le moment de manger. Puis encore là, c'est qu'on a tendance à vouloir forcer la collaboration de nos enfants, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, versus d'aller connecter puis rechercher cette collaboration-là, de, encore là, transformer ça en jeu ou dire est-ce que ta bedaine a faim pour que tu manges, j'aurais besoin que tu sois assis, toutes ces choses. Fait que tu sais, c'est une grande partie de mon apprentissage à moi pour la guérison de tous ces petits morceaux-là de mon enfant intérieur, ça a été en étant la maman que je suis avec mes enfants. Puis de les voir comme une personne à part entière, avec des besoins, des limites, des frustrations, des émotions, et de comprendre que c'est pas parce que je suis plus grand, puis plus gros, puis plus fort, ou plus grande et plus grosse et plus forte, que mes enfants, que je peux nécessairement prendre le dessus puis les forcer à faire quoi que ce soit que je veux faire avec mon plan de match d'adulte. Fait que c'est juste de voir comment je vais créer les circonstances pour être en mesure d'avoir leur collaboration. Mais tout ça pour dire que c'est plutôt rare que les gens fassent ça. Puis si vous le faites, je vous lève mon chapeau. Puis si vous le faites pas, c'est pas grave. Tout le monde va s'en remettre. Il y a plein d'options puis de possibilités. Et si vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet, il existe plein de personnes, ressources qui peuvent vous enseigner comment connecter avec vos enfants de cette façon-là, puis obtenir la collaboration sans nécessairement utiliser la force. Puis en fait, c'est quelque chose que je m'amuse à observer dans les films, puis que je parle avec Émeric, qui a 7 ans bientôt. C'est de dire, quand on écoute un film, puis souvent, là, il y a les gens, les méchants, là, les gens qui font des choses pas gentilles, parce qu'encore là, je fais attention au vocabulaire que j'emploie avec mes enfants pour dire, genre, t'es méchant, ou il est méchant, ou et en fait, je sais même pas c'est quoi les mots. En tout cas, t'es gentil ou t'es méchant, je dis pas ça, c'est quelqu'un a fait quelque chose de méchant et quelque chose de pas gentil pour comme se dissocier de la chose qui est en train d'arriver. Fait que tout ça pour dire que même quand je parle des méchants dans les films, on va dire la personne qui a fait quelque chose de pas gentil. Alors, les personnages dans les films qui font des choses douteuses, souvent je vais poser la question, est-ce que les gens qui collaborent avec l'antagoniste de l'histoire, est-ce que c'est une collaboration de peur ou c'est une collaboration d'amour?
Puis des fois, c'est une collaboration de pouvoir ou d'argent. C'est très intéressant. Puis j'ai plein de conversations avec Émeric. Pauvre lui, des fois. Non, mais honnêtement, à date, il aime ça, décortiquer les choses de cette façon-là. C'est juste que je pose les questions, puis des fois, ça vient de lui. Fait que c'est de se poser la question, est-ce que c'est une collaboration de peur ou c'est une collaboration d'amour? Puis laquelle, selon vous, est le plus intemporelle? Parce que ce qu'on observe dans les films, c'est souvent que la collaboration de peur a pu revirer de bord dès que la personne n'a plus peur. Et la collaboration de pouvoir ou d'argent peut revirer de bord à partir du moment où quelqu'un d'autre qui a du pouvoir ou de l'argent peut acheter cette collaboration-là de ce collaborateur-là, de l'antagoniste. Puis souvent, ben, la collaboration d'amour qui est née d'une place d'amour, puis de réciprocité, puis d'amitié, puis de loyauté, ben, cette collaboration-là va avoir tendance à perdurer dans le temps et être plus constante, mais surtout plus connectée parce que au lieu d'être gagnant-perdant, c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est une petite notion-là, mais tout ça pour dire que on est tout petit, on a tendance à se faire dire que toutes les choses qu'on fait sont pas correctes. Parce que c'est pas acceptable socialement parlant, parce que la société, elle est construite sur des normes masculines adultes, et un enfant, je vous l'annonce, elle ne correspond aucunement aux normes structurées et linéaires de la société masculine avec un principe masculin adulte. L'enfant est le contraire de ça. En fait, l'enfant est tout droit sorti de l'utérus de la vie, donc très connecté avec son petit côté indompté, mammifère, animal, mais aussi divin et créateur. Donc l'enfant qui sort de là, disons qu'il sort pur, si on veut, puis on a tendance à vouloir les brimer, mais tout ça pour dire que l'enfant, justement, il est chaotique, il est indompté, il crie fort, il dit haut et fort ce qu'il veut ou quand il est pas d'accord, les émotions sont intenses. Puis après ça, tranquillement, imaginez comme justement un gros feu, là, une flamme. Puis on a tendance à les éteindre avec des petites gouttes, puis de tranquillement diminuer le feu de leur personne pour qu'ils soient tolérables et fonctionnels en société. Puis, comme je vous dis, je sais que ce soit conscient ou subconscient, là, je sais pas d'où ça sort. Je comprends que, tu sais, plus le système grossit, plus qu'on développe des mécanismes pour un peu gérer le volume, puis faire en sorte que le volume du troupeau puis le comportement soit juste comme correct. Et si c'était rien que de moi, un autre exemple que je donnais à Émeric, c'était dans Moana, parce que souvent, on a comme le parent bienveillant qui veut interdire à son enfant de faire un comportement qu'il juge comme étant dangereux. Dans Moana, c'est l'idée le papa veut pas qu'elle s'en aille voguer sur l'eau. Et là, je pose la question à Émeric, j'ai dit, qu'est-ce qui aurait le plus servi l'intérêt de l'enfant et répondu aux besoins du papa? Est-ce que c'est d'interdire la voile? Est-ce que c'est de laisser l'enfant seul à lui-même voguer sur l'océan? Ou est-ce que ce serait de trouver quelqu'un qui sait comment naviguer pour lui enseigner à naviguer? Ce qui finalement, elle se fait montrer à naviguer par, je me souviens plus de son nom, Maui. Donc, elle va trouver sur son parcours quelqu'un qui va être en mesure de lui enseigner comment faire, qui va servir son intérêt à elle d'être la personne qu'elle devait être dans cette vie-là. Mais tu sais, ultimement, c'est de se poser la question, quand on est en résistance, on a tendance à choisir entre les besoins d'une personne puis les besoins de l'autre personne. Et ce faisant, on va diminuer ou invalider une des deux personnes. Ce qui fait que la personne, souvent qui est un enfant, va se sentir invalidée, puis après ça, grandit comme étant un adulte qui est habitué à se conformer à une autorité extérieure et dont la vie, elle est guidée de l'extérieur vers l'intérieur et qu'on n'a pas le sentiment d'avoir les deux mains sur le volant ou d'être le capitaine de notre propre bateau, parce que quand on se soumet à toutes les autorités extérieures, ça donne pas l'impression qu'on est en contrôle de notre vie ou qu'on a des choix ou qu'on peut créer la vie qu'on veut. Fait que c'est juste ça, toute ça, cette longue parenthèse-là pour dire que
Euh, on, on est conditionné à répondre à une autorité extérieure. Cette autorité-là extérieure, elle est renforcée parce que ça va être créé à partir d'une collaboration de peur. Donc là, on dit, pour que le troupeau animal humain fonctionne bien, on va peser sur des boutons de peur pour être sûr que tout le monde marche droite, puis comme ça, il n'y a pas de chaos à gérer. Ce qui fait que une personne qui ressent intensément, qui est pas en mesure d'éteindre sa flamme, va se sentir brisée, cassée. Fait qu'un homme qui ressent toute l'ampleur de ses émotions, une femme connectée avec son pouvoir, sa colère, sa sexualité, son chaos, n'importe qui rentre pas dans le moule, grosso modo, on se sent brisé parce qu'on se fait raconter l'histoire que la norme, c'est de marcher dans les rangs. Mais si je vous disais que 80%, j'ai même plus que ça, 95 ou 99% des gens se sentent de la même façon que vous, c'est que le moule, on va dire 80-20 pour être conservatrice, OK? Exemple, il y a un moule qui est créé, OK? Standard, masculin, linéaire, personnalité de type A, productive, etc., discipline, bon. Mettons qu'il y a 20% de la population qui sont comme des petits poissons dans l'eau dans un système comme ça. 80% de la population se sent inadéquate et la norme, c'est ça. Fait que là, c'est comme tu te sens inadéquat, t'observes un genre de 20% qui semble réussir, mais même ce 20%-là réussit d'une façon brimée parce que c'est juste qu'ils ont réussi à se conformer. Fait que c'est comme si on demande à 100% de la population de se conformer. Puis là, t'as comme un 20% qui réussit à se conformer. Ça coûte un prix, mais le prix est tolérable. Puis t'as comme 80% de la population qui ne réussit pas à se conformer. C'est pas qu'ils veulent pas, mais qu'ils ont comme le sentiment de pas. Puis ça, c'est la norme. Puis ce qui fait que un grand pourcentage de la population, je vous invente complètement les statistiques, ok? C'est comme un peu aléatoire. Mais une grande partie de la population ne se conforme pas parce qu'ils ont même pas cette possibilité-là, leur système, leur corps, c'est comme à l'encontre là de eux. Ça fit pas, puis ils vont réussir, mais le prix à payer est énorme, puis ça va toujours laisser un genre de sentiment, un sentiment d'être cassé, d'être brisé, d'être inadéquat parce que ça a l'air facile pour certaines personnes. Puis la personne va trouver ça difficile puis va réussir, puis t'en as d'autres qui réussissent jamais. Puis au lieu d'être connecté sur genre la beauté de ce qui fait que le moule a jamais fité sur ces personnes-là, les personnes se sentent vraiment inadéquates, brisées, pas normales. C'est comme pourquoi ils réussissent pas à s'organiser, pourquoi ils réussissent pas à avoir des notes à l'école, pourquoi ils réussissent pas à créer une business. Mais souvent, justement, ils vont peut-être réussir à créer une business, trouver leur truc, trouver leur X, mais pourquoi ils réussissent pas à travailler pour quelqu'un d'autre, puis être heureux, puis être bien, puis être épanoui, pourquoi? Fait que tu sais, c'est comme cette notion-là, encore là, du ressenti puis du corps comme une boussole. Puis, je dis pas, comment je dirais ça? Il y a comme la notion de l'anarchie, si on veut, puis de quelque chose qui a aucun ordre. Fait que si on a plein de petits êtres humains déconnectés de leur ressenti avec aucun cadre pour régir ça, c'est sûr que c'est le chaos puis ça fonctionne pas. Fait que c'est pas ça que je dis. Je veux juste amener la notion de conserver la connexion au ressenti, puis l'alignement avec une genre de d'amour, puis de vérité, puis des petits humains comme ça, heureux, épanouis, les besoins répondus, ont pas besoin d'un cadre extérieur pour leur dire comment être ou comment agir. Ils sont déjà connectés sur quelque chose de beaucoup plus grand qu'une idée extérieure. Je suis consciente que, étant donné que la plupart des gens sont déconnectés, le cadre extérieur va aider. Et quand on est comme entre les deux, à moitié connecté, à moitié déconnecté avec un cadre, le cadre donne un sentiment un peu, pas extraterrestre, mais juste comme inconfortable, ok? Un peu comme,
c'est ça, un peu trop lourd, un peu contraignant, un peu qui enlève la mobilité. Là, on est au Québec, un peu comme genre un gros habit de skidoo avec des grosses bottes. Tu sais, quand on met ça pour la première fois, on est genre, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, mets ça sur quelqu'un qui habite dans un pays chaud puis qui est habitué d'être à moitié tout nu. Tu te sens limité dans tes mouvements. Puis après ça, tu développes un peu l'habitude, puis ça devient la norme. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Puis c'est juste de revenir à notre ressenti de qui on est quand on n'a pas cette espèce de soute-là d'astronaute de l'hiver québécois pour essayer d'aller faire du yoga. Ça limite la mobilité. Puis après ça, justement, si tu sors tout nu dans la neige, tu vas avoir froid. Fait que c'est encore de comprendre qu'est-ce qui sert bien, qu'est-ce qui sert pas, qui on est quand on porte l'habit, quand on ne le porte pas, puis d'avoir toujours d'être ouvert à la possibilité que peut-être que c'est pas nous qui avons choisi de mettre ce chapeau de poêle-là avec cet habit de neige-là, puis juste d'être ouvert à les retirer, voir qui on est, choisir qu'est-ce qu'on garde pas, aller être curieux de toutes les nouvelles possibilités de linge qui existent. Mais c'est vraiment cette notion-là. Fait que tout ça pour dire qu'on est conditionné à partir d'un très jeune âge à créer sa vie à partir de l'extérieur, à valider l'autorité extérieure, à se conformer, à être gentil, à être poli. Puis je diminue en rien tout ça. C'est juste que souvent ça se fait aux dépens de cette flamme-là intérieure qu'on a puis de notre ressenti. En fait, c'est qu'on va valoriser le changement de comportement avec la valorisation extérieure plus que cette connexion à soi-même qui nous donne naturellement cette envie d'être poli, gentil, courtois, C'est comme si, c'est complètement paradoxal et absurde. Donc, tu nais, puis progressivement, on t'enlève ta connexion à toi-même, qui te donnerait naturellement envie d'être toutes les qualités qu'on recherche. Fait qu'on te le déconnecte, puis on te le reprogramme artificiellement en te valorisant d'une autorité extérieure, ce qui fait que tu perds la capacité de réfléchir par toi-même, puis de ressentir par toi-même, puis de décider par toi-même, puis t'attends juste que quelqu'un te donne la permission, que quelqu'un te dise que c'est correct, que quelqu'un te dise comment faire. Comment je fais pour X, Y, Z? Puis là, tu vas toujours chercher à l'extérieur de toi ou demander la permission à quelqu'un au lieu de te connecter sur toi-même et dire qu'est-ce que moi je veux. Puis ça, je l'observe beaucoup, surtout, tu sais, les nouvelles mamans, c'est comme on va aller se faire dire comment vivre une grossesse ou un accouchement ou même comment être une maman. Versus quand tu connectes vraiment sur ton ressenti, là, t'as comme un petit feeling en dedans de toi là, qui va te dire qu'est-ce que t'as envie de faire naturellement, puis qu'est-ce qui te donne un sentiment dans ton corps que c'est pas la bonne chose que t'es en train de faire. Puis quand t'es tellement déconnecté là, de ton ressenti, tu le sais. Tu le sais même pas que ce que t'es en train de faire, ça fait pas de sens. Je vous donne un exemple. Souvent, tu sais, maman comme papa, là, une personne qui va crier après son enfant puis dire toutes les imbécilités du monde entier après un petit enfant, puis là, de voir les petits yeux qui te regardent, puis là, qui pleurent, puis que là, dans le moment, c'est comme tu te sens bien d'avoir, je sais pas, sorti qu'est-ce qu'il y avait que t'avais envie de sortir, mais il y a une partie de toi qui est comme, il me semble qu'il doit avoir une autre façon. Puis tu sais, quand je lis les genres de descriptions sur tous les cours en ligne sur le parenting, c'est souvent ça, là, c'est genre de trouver une façon d'avoir la collaboration sans crier. Puis après ça, c'est normal dans le contexte dans lequel les parents sont, qui c'est la partie qu'on n'a souvent pas adressée, c'est que le parent est pas assez ressourcé pour être en mesure d'avoir accès à une autre façon d'opérer que celle que d'avoir un trop plein puis de crier parce que son enfant collabore pas avec lui, parce qu'il a besoin d'aller travailler, parce qu'il a besoin de faire des sous, parce qu'il y a des trucs à payer, etc., etc., etc. Fait que c'est comme une belle grosse cascade que le problème c'est pas l'enfant, le problème, c'est pas le parent, c'est comme le contexte dans lequel le parent est qui fait qu'il y a aucun support, puis aucune structure, puis aucune aide qui lui permettrait d'intervenir de cette façon-là avec son enfant. Fait que je veux juste vraiment pas condamner personne, mais je fais juste dire que le parent, souvent, qui va crier après son enfant, ou qui va frapper son enfant, ou qui va peu importe c'est quoi, toutes les choses qu'on dit qu'un parent est pas supposé de faire. Ben, en dedans de lui, là, s'il se connecte vraiment à son ressenti puis qu'il regarde dans les petits yeux de son enfant, là, il y a un feeling que c'est peut-être pas la bonne affaire qu'il est en train de faire. Puis des fois, t'es tellement déconnecté, tu peux rationaliser avec n'importe quoi. Là, tu sais, comme je vous dis, là, l'histoire que le lait maternel, c'est pas bon pour les enfants puis que c'est mieux la formule. L'histoire que frapper ton enfant, c'est bon pour la discipline ou je sais pas trop quelle affaire de niaiserie, là, que genre tu peux physiquement corriger ton enfant puis que c'est pas grave. L'histoire que peu importe c'est quoi, l'entraînement au sommeil, des choses comme ça, tu sais, je condamne pas personne, je ne juge pas personne.
Je fais juste te dire que il y a certaines pratiques que vont être bien défendues rationnellement dans un livre. Tu peux trouver les arguments pour défendre n'importe quoi. Et si tu es connecté avec ton ressenti dans ton corps, dans le moment, de ce que tu es en train de faire, puis si ça fait du sens ou pas, tu vas avoir un petit signal. Et tout ça pour dire que si tu ne reçois pas de signal parce que tu es tellement déconnecté, puis c'est correct aussi, des fois on est engourdi, on est distrait, on n'a pas accès aux sensations, on peut se convaincre que ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne affaire. Puis on se croit. Puis c'est là où le mental, c'est fort. On peut se raconter les histoires qu'on veut, on peut rationaliser n'importe quoi. Ils ont rationalisé l'esclavage, on a rationalisé le Holocauste, on a rationalisé peu importe toutes les niaiseries, là, la chasse aux sorcières. On a rationalisé l'Inquisition, ou je sais pas qui, là, les croisades. OK, je vous nomme plein d'éléments que ça fait peut-être longtemps que vous avez pas entendu. Mais dans ces contextes-là, il y a quelqu'un, quelque part, qui était sincèrement convaincu que ce qu'il disait, c'était vrai, qui défendait son idée d'une façon logique, et les gens, habitués à une logique extérieure, vont faire comme « Ah, ça fait du sens, tu peux trouver du sens à n'importe quoi. » C'est juste que c'est ça. Fait qu'on peut twister, on peut torquer la réalité avec toutes sortes de techniques mentales dans ta tête. Et quand t'es connecté là, dans ton corps, il y a quelque chose qui te dit que ça te fait pas de sens de brûler quelqu'un sur un bûcher, de crucifier quelqu'un sur une croix, pour X, Y, Z raison, il y a comme un feeling en dedans qui fait comme, il me semble que cette personne-là, je sais pas en quoi elle est différente de moi pour faire en sorte que ça fait du sens, ça. Fait qu'encore une fois, parents, enfants, il y a des choses qu'on fait à nos enfants qu'on ferait jamais à comme quelqu'un d'égal à égal. Parce que ça ferait pas de sens. Pense à ton ami ou ton amoureux. Puis encore là, ce qui est triste, c'est que souvent, en fait, ça devient la norme. Ça devient la norme d'agir d'une façon qui est violente, physique, psychologique ou émotionnelle envers nos enfants, nos parents, nos conjointes, les gens qu'on aime. Puis c'est comme la norme. Mais tranquillement, ça évolue. Mais c'est juste de se poser la question. Fait que tout ça pour dire que quand on va créer notre vie à partir de l'intérieur, au lieu de l'extérieur, on va souvent obtenir un résultat mieux. Fait que je dirais que la vérité qui vous attend, que vous allez trouver à l'intérieur de vous, est beaucoup plus vaste que ce que vous croyez, puis est encore mieux que toutes les choses que vous pouvez vous imaginer. C'est un concept qui est difficile à mettre dans des mots, mais c'est comme, encore là, l'analogie qui me vient, ce serait celui de l'accouchement, mais c'est que j'aimerais trouver une autre analogie qui pourrait rejoindre plus de gens. Parce qu'encore une fois, je veux que vous puissiez connecter à l'intérieur de vous ce sentiment-là. Mais c'est comme si on va utiliser l'analogie de marcher debout. Puis encore là, c'est pas tout le monde qui marche, mais la majorité des gens marchent. Bon, debout. Quand t'es bébé, je pourrais t'expliquer théoriquement la sensation de marcher puis de courir, puis t'expliquer toutes les façons, puis te dire la mécanique de mettre un pied devant l'autre. Puis c'est comme si, après ça, on se casse les jambes, on comprend pas pourquoi on n'est pas capable de marcher, puis là, nos jambes guérissent, puis là, on marche, puis là, on a enfin le sentiment d'avoir la capacité de marcher. Mais dans le fond, quand on est né, on avait déjà la capacité de marcher. Fait que c'est ce que j'essaie de vous nommer, c'est comme vous êtes né en sachant déjà comment ressentir tout ça, en sachant déjà comment vous comporter, en sachant déjà qu'est-ce qui fait du sens puis qu'est-ce qui fait pas de sens. Puis après ça, fait que vous êtes né en sachant déjà comment marcher. Après ça, on vous casse les jambes, on vous met des trucs artificiels puis on vous explique la théorie sur comment marcher. Puis après ça, vous marchez un peu comme décalé. Puis on essaye de comprendre pourquoi on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis après ça, justement, tu peux faire, on va dire, de la physio, de l'ergo, de l'ostéo, puis toutes les techniques pour essayer de retrouver le truc original, ce qui est possible. Mais ce serait un petit peu plus simple de juste
honorer qu'est-ce qui est déjà présent. Puis peut-être que l'histoire des jambes cassées, je sais pas à quel point ça se répare, ça se régénère. Peut-être que je peux y aller avec quelque chose de moins raide comme des cheveux ou de la barbe, de t'expliquer c'est quoi toute la mécanique d'un cheveu qui pousse ou des barbes ou des ongles, puis comme de te raser les cheveux, puis de te l'expliquer théoriquement, puis après ça, de le laisser pousser parce qu'il a toujours été là. Fait que puis toute ta vie, tu cherches tes cheveux puis ta barbe, mais il y a quelqu'un qui vient t'y raser au fur et à mesure. Mais c'est tout ça. Fait que dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette notion-là d'autorité extérieure. Puis après ça, il y a de reconnecter avec notre ressenti pour connecter avec notre autorité intérieure. Puis quand on va créer une vie de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui nous attend, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que n'importe quoi qu'on peut rationaliser avec notre tête. C'est juste pas la même chose. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!